J'ai vu plusieurs personnes récemment, soit sur les réseaux sociaux et soit sur mon CMP, se plaindre d'être sous contrainte, en soins sous contrainte. Et souvent c'était des injections ou en tout cas obligation de venir prendre son traitement sur place, etc. Et en fait, oui, souvent ces personnes ont vraiment l'impression d'être bloquées dans la situation. Et en fait, je pense que ça peut être plus simple qu'il n'y paraît de faire lever la contrainte si on s'y prend bien. Bon, déjà, en fait, je voulais faire un petit rappel de ce que dit la loi et franchement, j'ai pas du tout préparé la vidéo, donc c'est juste que j'avais préparé un. J'avais rassemblé en fait tous les articles de loi, du code de la santé et tout ça qui auraient pu nous intéresser. Et après, on va voir dans le détail. Alors évidemment, quand on est hospitalisé sous contrainte, là, ça devient vraiment coton. Par contre, quand on est sous contrainte dans la cité, on va dire, là, il y a vraiment des moyens d'agir. Et voilà, il ne faut pas se désespérer. Donc, premier article, c'est le L 3211-1, déjà, qui dit que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser aux praticiens ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée de son choix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. Donc contrairement à ce qu'on vous dit, alors effectivement il y a la sectorisation qui a été mise en place surtout justement pour faciliter le soin, mais en fait ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que vous pouvez vous adresser à quelqu'un qui n'est pas dans votre secteur. Et vous pouvez surtout choisir votre médecin. Vous n'êtes pas obligé de rester avec un psychiatre qui ne vous comprend pas et ne vous correspond pas. Même si on vous dit le contraire. Et du coup, ça peut être aussi, ça peut vraiment jouer en votre faveur. Par exemple, j'avais été dans la situation d'être menacée de contraintes et d'injections et d'hospitalisation, de tout ce que vous voulez, parce que je prenais pas les traitements, voilà. Et du coup, j'avais fait une lettre en donnant évidemment une copie à une personne de confiance, en expliquant, c'est pas que je ne veux pas me soigner, mais l'offre de soins dans ce secteur est vraiment déplorable. Et du coup, j'ai envie de me barrer ailleurs. D'ailleurs, j'ai bien pris rendez-vous avec Monsieur Bidule, le docteur machin. Et en fait, c'est important dans la lettre que vous mettiez bien que vous avez rendez-vous avec quelqu'un d'autre, que vous n'êtes juste pas satisfait de votre prise en charge. Et dans ces cas-là, déjà, ça vous donne un bon levier d'action pour dire non, vous voyez, le problème, c'est pas moi, c'est vous, en fait. Donc ça peut être assez bien. Et si vous voulez, sur le site Neptune, il y a pas mal de lettres types de ce genre aussi, enfin, pour diverses situations qui ressemblent à celle-ci. Alors après, l'article L 3211-3 du Code de la santé publique, toujours. Donc je lis des petits bouts. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Donc voilà, vous me direz s'il y a des écarts avec la réalité du terrain, mais voilà. Et en outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée, et là je vais passer directement au petit b, dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa de la situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1. Alors, j'aimerais bien avoir des témoignages en fait de gens qui ont été hospitalisés et à qui on a dit vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit à ci, à ça, il y a la commission des usagers, voilà. Vraiment, dites-moi dans les commentaires, je serais très curieuse de savoir si ça existe un endroit où on vous informe de vos droits quand vous êtes hospitalisé. Je suis pas sûre.
Donc, après je continue. En tout état de cause, elle dispose du droit, petit 1, et voilà, on a toute la liste, de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L3222-4. Donc là, je regarde de qui il s'agit. Il s'agit du représentant de l'État dans le département ou son représentant, donc le représentant du représentant, si j'ai bien compris. Le président du tribunal judiciaire ou son délégué, le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement et le maire de la commune et de son représentant. Donc, est-ce que vous, en étant hospitalisé, si jamais vous avez été hospitalisé, j'imagine que c'est à la demande du préfet, mais peut-être aussi dans d'autres circonstances, est-ce que vous avez pu écrire un courrier à ce moment-là parce qu'en fait, normalement, on est censé disposer de ce droit. Alors après, de saisir la commission prévue à l'article L3222-5. Alors, en fait, il s'agit de, dans chaque département, une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques. Alors, qui a eu connaissance d'une commission départementale des soins psychiatriques? À qui est-ce qu'on a dit vous avez la possibilité d'écrire à cette personne? Donc voilà, et de saisir surtout cette commission. Et donc, et lorsqu'elle est hospitalisée, donc lorsque vous êtes hospitalisé, vous avez droit évidemment de contacter la commission des usagers. Mais c'est un droit théorique, c'est-à-dire que moi je me souviens très bien que quand j'étais hospitalisée, il y avait des affiches dans chacun des hôpitaux où j'étais. Commission des usagers, numéro tatata, mais en fait, on vous fait bien comprendre que c'est un droit théorique. Alors vraiment, enfin, c'est pareil, dites-moi qui a pu contacter la commission des usagers à l'hôpital. Après, petit 3, elle dispose du droit donc de porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence. Donc c'est pareil, c'est assez compliqué. Puis pour moi j'avais contacté j'avais écrit au juge des libertés pour une amie, et c'est vrai qu'ils avaient un peu le sentiment d'avoir les mains liées en disant bah, on vous croit totalement sur votre situation, mais nous on peut intervenir que dans des cas extrêmement précis, et c'était par exemple si je sais pas son mari avait été son ex-mari avait été un vieux vicieux et l'avait fait hospitaliser de manière abusive ou des choses comme ça, mais bon, ou des trucs, bon, faut vraiment ils peuvent pas par exemple agir si on dit bah voilà, là vraiment les doses qu'elle reçoit c'est de l'abus. En tout cas, selon la personne que j'ai eue au bout du fil, elle m'a dit qu'elle pouvait pas agir dans ce cas-là par exemple. On verra que ce n'est pas si simple par la suite. Alors, donc après, vous avez aussi le droit normalement de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de votre choix. Personnellement, toutes les personnes que j'ai vues demander un avocat se sont retrouvées en isolement juste après. Alors pareil, est-ce que quelqu'un a eu un avocat? Après, on a le droit d'émettre et de recevoir des courriers. Alors, à Sainte-Anne, j'avais demandé de quoi écrire, du papier et un stylo, et on me l'a refusé. Donc je vois pas comment j'aurais pu écrire un courrier. J'avais rien. J'avais le droit à absolument rien. Donc, pareil, c'est théorique. Ensuite, alors évidemment, oui, j'ai oublié de dire, en fait, à chaque fois, en plus de ça, c'est le côté retort en psychiatrie, c'est que quand tu dis mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'avoir une feuille de papier et un stylo, et ben on refuse de vous donner la raison. On m'a dit un truc genre c'est trop tôt. D'accord. Après, de consulter, donc droit de consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent. Et ben c'est parfait. Ça correspond exactement à ce que je dis. Et même, je me souviens, on m'avait dit
C'était pour le juge des libertés, mais il y avait un mec hyper désagréable, un infirmier, qui m'avait juste dit signez là. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dois signer? En plus, tout le monde connaît ces histoires de gens qui reçoivent la sismothérapie, ils doivent signer un papier, on leur explique pas vraiment ce que c'est, enfin bon. Donc quand j'avais demandé, en fait ils étaient vraiment énervés. Hein. Mais c'est comme la poste, vous signez et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà, il y a encore des progrès à faire par rapport aux explications. Alors après, on a le droit d'exercer son droit de vote. Pareil, franchement, pendant les élections, est-ce que tous les patients ont le droit de sortir de l'hôpital pour aller voter? Ou au moins, est-ce qu'on leur dit vraiment, clairement, vous avez le droit de faire une procuration et on va vous en donner les moyens et vous pourrez donner votre carte d'identité, etc. Ça m'étonnerait. Pardon. Alors après, se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Bon, à part le côté effectivement que ça peut gêner si c'est pas très rationnel, normalement c'est en général accepté. Après, ses droits à l'exception de ceux mentionnés au numéro 5, 7 et 8, donc courrier, droit de vote et religieux, peuvent être exercés à leur demande par les patients ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. D'accord. Alors ensuite je continue. Donc le juge des libertés. Donc ça c'est l'article L3211-12 dont on a déjà parlé. Surtout retenez bien les numéros d'articles, c'est important. Donc le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la main levée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres 2 et 4 du présent titre de l'article tatati tatata, bref. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, le juge des libertés peut être saisi immédiatement. On n'est pas obligé d'attendre 12 jours normalement. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins, en petit 1, les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est majeure. En 3e, la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins. En 4e, son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a lié un pacte, En 5, la personne qui a formulé la demande de soins. En 6, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins. Donc ça peut être un ami, ça peut être qui vous voulez, que vous avez désigné. En 7, le procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office à tout moment. À cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure. C'est-à-dire que quand on vous dit « Ah, ça vous regarde pas », alors que vous dites « J'aimerais défendre les droits de telle personne avec son accord », eh bien voilà, c'est encore une ruse des médecins, mais qui est illégale en fait. Voilà. Alors, il y a aussi l'article L 1111-4. Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Bon, voilà. Après, la psychiatrie piétine un petit peu ce droit. Et le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité, etc. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Alors évidemment, du coup, on joue sur les mots de libre et éclairé pour dire oui, mais vous voyez, il ne peut pas consentir puisqu'il n'a pas son raisonnement. Voilà. Sauf qu'il y a un moment en fait où
on maintient, même quand la personne en fait a retrouvé ses facultés de jugement, souvent le problème c'est que soit son consentement sont maintenus. Ensuite, il faudrait savoir ce que ça veut dire que libre et éclairé, ou le fait de ne pas être en mesure de consentir aux soins. Et d'ailleurs, la loi ne stipule en aucun cas, enfin déjà aucun, dans le texte de loi, il n'y a aucune définition de ce que ce serait de ne pas être capable d'avoir un consentement libre et éclairé. Et il est dit que le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Et donc voilà, c'est là où il y a un petit flou dans lequel les psychiatres peuvent s'engouffrer. Et dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur risque d'entraîner des graves conséquences pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. Donc là, c'est si une personne sous laquelle vous êtes, soit vos parents, soit votre tuteur, décide à votre place et prend, selon les médecins, une mauvaise décision. Mais en fait, la loi ne dit à aucun moment que dans le cas où, si elle dit lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, voilà, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article 1111-6 ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consulté. Le truc étant que parfois les médecins peuvent changer la donne en faisant pression sur les familles. Donc la psychiatre, en tout cas, c'est ce que m'a dit ma mère. Moi, je peux pas, je sais pas, j'étais pas là, mais que en fait, elle lui avait dit si vous refusez, moi j'estime que votre fille elle est en danger. Si vous refusez de signer, à ce moment-là, ce sera l'État qui va s'en charger. Ce qui est totalement faux parce qu'ils auraient jamais pu me mettre en comment on appelle ça, en SPRE, SPDTRE ou je ne sais quoi, enfin bref. Je crois qu'il y a un autre régime maintenant qu'ils ont fait. Moi j'étais en SPDTU ou je sais pas quoi, enfin c'est à la demande d'un tiers en urgence. Et il y a encore un autre truc qui permet de prendre des décisions sans qu'il y ait un tiers, mais bon. De toute manière, en fait on peut pas, il n'y a aucun moment dans la loi qui dit en fait, si jamais la personne n'a pas sa raison, selon les médecins, les médecins peuvent lui imposer les soins. En fait, c'est dit vraiment nulle part, ou alors c'est moi qui ai mal compris quelque chose. Mais vous pourrez tous relire l'article L 1111-4. Et donc là, je passe au Psycom qui a fait pas mal de brochures et qui a donc un site assez fourni et qui notamment reprend un certain nombre de ces articles de loi. Et donc sur le consentement aux soins, ils citent aussi d'ailleurs cet article, et ils disent aussi dans la partie droits fondamentaux que ça fait partie des droits de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement dégradant ou inhumain. Donc voilà. Et après, ils définissent ce que c'est que la maltraitance. Pour le Conseil de l'Europe, la maltraitance est tout acte ou omission qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l'intégrité corporelle, à la dignité ou bien au bien-être général d'une personne vulnérable. Donc il y a quand même aussi, en contrepartie de ce flou juridique, des lois, ou en tout cas des organismes qui définissent des règles justement pour des personnes dites vulnérables. Donc ça peut être des mineurs, des personnes en maison de retraite ou des personnes hospitalisées en psychiatrie. Ou d'ailleurs des personnes qui ont un handicap. Après, pour le médiateur de la République, les violences pouvant faire partie d'un recours sont 2 points. Ordre. Alors, pareil, dites-moi dans les commentaires qui n'a jamais reçu d'ordre de la part des infirmiers et des psychiatres. Interdiction. Pareil. Moi, il y a même
un infirmier, en fait j'avais plus très faim après le repas, mais je me disais que j'aurais peut-être faim à 4 heures et j'avais voulu juste prendre des prunes dans ma chambre et il m'a dit que j'avais pas le droit et il a insisté et je me suis dit mais en fait si moi je refuse de faire ce qu'il dit, est-ce qu'il va me faire une injection parce que j'ai pris des prunes dans ma chambre alors que d'autres patients avaient le droit de prendre de la bouffe et enfin j'ai trouvé ça incroyable. Donc voilà. Ensuite donc les violences, on continue. Reproches, indifférence. Et ça, c'est vraiment une des armes qu'utilisent les infirmiers en psychiatrie. Souvent, c'est le fait, si quelqu'un demande quelque chose, bah, de faire comme si il ne l'entendait pas, de paraître totalement différent, de ne pas répondre. Voilà. Alors après, la privation de visite. Donc ça peut faire l'objet d'un recours, ça aussi. Les humiliations, bah pareil, ça dépend qui, mais il y a des infirmiers qui ne savent pas se tenir, on va dire. L'infantilisation. Ah, tiens, ça fait partie des violences, selon le médiateur de la République. Ben voilà. Absence de prise en compte de la douleur. Aussi. Acharnement thérapeutique. Excès de médicaments. Donc c'est là où je vous disais tout à l'heure en fait que le juge, le défenseur des droits en fait, pourrait intervenir dans un cas où clairement il y a excès de médicaments quand on dit la personne elle a pris 40 kilos, elle n'arrive plus à articuler, c'est la cata, voilà. Quand on voit un cocktail comme ça, voilà, c'est de la maltraitance en fait. Après, bah, toilette imposée, gifles, sévices sexuels, vol d'argent ou d'objets, matériel inadapté, non-respect du consentement. Ça fait partie des violences. Voilà. Le bon déroulement des soins repose sur un respect réciproque. Patients, proches et professionnels de santé ont chacun des droits et aussi des devoirs. Bon, alors, la moralité dans tout ça. Qui est-ce qu'on peut normalement contacter, et d'autant plus facilement quand on est à l'extérieur de l'hôpital? Évidemment, la commission des usagers, qui est présente dans chaque établissement de soins. Le contrôleur des lieux de privation de liberté. Pareil, il y a un site internet, il y a un formulaire de contact. Non, je parlais en fait, je sais pas pour le contrôleur. Je sais pas. En tout cas, pour le défenseur des droits, c'est le cas. Il y a un site défenseurdesdroits.fr. La ligne Santé Info Droit. Je n'ai jamais essayé de les appeler. Il y a aussi l'association Juris Santé. Donc c'est pareil, je pense que tout ça vous pouvez retrouver sur le Psychicom. Après, ce qui n'est pas sur le Psychicom, il y a aussi l'association Avocats, Droit et Psychiatrie. Voilà, je sais pas si c'est vraiment à destination des patients et tout, mais bon, ça peut être bien de l'avoir dans ses contacts. Après, franchement, je vous encourage beaucoup à vous rapprocher d'associations de patients, un peu n'importe laquelle, je dirais. Mais il y a pas forcément d'ailleurs, des associations qui s'intéressent particulièrement au droit, il y en a quelques-unes, mais même vous pouvez vous rapprocher d'associations juste. Moi j'avais contacté Argos 2001 à un moment où j'étais justement dans cette situation assez critique et la personne, même si franchement ça ne m'a pas du tout convenu après l'association, j'y suis allée juste une fois, mais en tout cas la personne que j'avais au téléphone m'avait rassurée et m'avait dit que si je restais calme et aussi rationnelle et consciente que je l'étais à l'instant où je lui parlais, et bah tout irait bien. Et du coup, je me suis déjà sentie un peu plus soutenue. J'avais aussi demandé, en fait, c'est une amie qui m'a donné l'idée de faire une lettre. Et donc, en fait, elle avait écrit une lettre en expliquant qu'elle me voyait toutes les semaines, voire presque tous les jours, et que, en fait, bah voilà, je faisais bien mon boulot, que tout se passait bien, que j'étais consciencieuse et calme et réfléchie, et qu'il n'y avait pas besoin de faire plus que je ne faisais pour ma santé. Voilà, donc surtout, en fait, finalement, le fin mot de l'histoire, c'est hyper important de s'entourer. Et en fait, quand on a suffisamment de soutien, on n'est pas forcément dans du coup,
obligé d'être dans une confrontation avec les soignants. Il suffit en fait de montrer qu'on a de l'aplomb. En fait, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut privilégier, c'est de dire bon écoutez, là je pense que ça va bien comme ça. Je pense que j'ai pas besoin de vous autant que ce que vous pensez et enfin voilà, et qu'en fait leur faire conscience que c'est un peu eux qui s'excitent pour rien, plutôt que de laisser l'angoisse et la panique nous envahir quand on est dans une situation comme ça de contrainte et qu'en fait du coup bah ça alimente totalement la machine parce que on a l'air stressé, on a l'air du coup d'avoir des symptômes alors qu'en fait c'est juste l'angoisse de la contrainte et de la médication forcée. Voilà, bon courage à tous.